يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, amis des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir, bienvenue au Pro de l'Écho. Ce soir, nous recevons Madame Rania Bikhazi, directrice du Bureau international du travail pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, mais également la Mauritanie, pour revenir sur l'activité du Bureau et de l'Organisation internationale du travail en Algérie, mais également pour évoquer la situation du secteur du travail dans le monde. Secteur assez sensible, dont on parle peu, il faut l'avouer, et qui, par-dessus tout, a connu des transformations conceptuelles majeures depuis la pandémie Covid-19. Rania Bikhazi, invitée exceptionnelle donc, et comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Madame Bikhazi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la bienvenue sur Al24 News. Merci beaucoup, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci de me recevoir ce soir chez vous. Très bien, madame. Et nous allons sans plus tarder entamer notre débat. Alors, la conférence internationale du travail a clôturé récemment ses travaux à Genève. Quels sont les principaux résultats du CIT de cette année, madame ? Alors, la 111e conférence internationale du travail s'est tenue du 5 juin au 16 juin à Genève. Nous avons... Oui, allez-y, madame. Nous avons abordé plusieurs sujets. Un des sujets les plus importants, avec la présence de 187 pays membres, c'était l'apprentissage de qualité. Oui. Nous avons une recommandation qui est sortie de cette conférence pour l'apprentissage de qualité et pour assurer, bien sûr, une possibilité à tous les jeunes qui sont dans la formation et dans l'apprentissage d'avoir un apprentissage de qualité et de pouvoir trouver des travaux quand ils sortiront de cet apprentissage. Nous avons aussi abordé la question de la transition, une transition juste vers une économie plus verte et durable et inclusive. Nous avons aussi signé 13 ratifications qui ont été signées par les États membres. Ces ratifications, en grande partie, étaient concentrées autour de la Convention 190 contre l'harcèlement et la violence sur le lieu du travail, ainsi que la ratification des conventions qui sont sur la santé et la sécurité au travail. Bien sûr, nous avons aussi eu un événement très important qui est ce qu'on appelle le World Summit on Social Justice, donc une réunion de haut niveau sur la justice sociale. Oui. Et durant cette réunion, nous avons eu 16 présidents de pays et chefs de gouvernement qui étaient présents et qui ont bien sûr signé sur la volonté de travailler sur l'amélioration de la justice sociale dans tous les pays. Et oui. Cette conférence aussi a permis la signature et l'adoption du Program and Budget, donc le programme et le budget du Bureau international du travail pour l'année 2024-2025. Très bien. Qui sera peut-être, le budget ? Le budget ? Pourquoi ? Qui veut savoir ? Très bien. Alors, revenons en Algérie où vous avez pris part au mois de mai dernier, donc si je ne m'abuse, à des actions à l'intérieur du pays, notamment dans la ville et la wilaya de Mostaganem, wilaya algérienne, dans le cadre du projet Pro-Agro Jeunes. Mais avant d'aller plus loin dans le débat, je vous propose de vous écouter lors de cet événement, justement. On revient juste après. Depuis 1967, l'Algérie s'est largement engagée avec l'OIT et a ratifié plus que 60 conventions de l'organisation relatives à des sujets très divers, tels que par exemple la lutte contre le travail des enfants, la sécurité et la santé au travail, la liberté syndicale et beaucoup d'autres. Comme vous le savez, le secteur de l'agriculture est le plus gros employeur, en particulier dans les pays en développement, où ce secteur génère une partie considérable du PIB. En Algérie, ce secteur représente 12% du PIB et emploie 10,4% de la population active, ce qui représente environ 1,14 million de travailleurs. Très bien, Madame Bikhazi, parlez-nous de Pro-Agro Jeunes. Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objectif du projet ? Alors, l'objectif du projet, c'est de créer de l'emploi pour des jeunes dans le développement des chaînes de valeur dans l'agroalimentaire. Et l'objectif de ce projet, qui est d'abord financé par le Fonds international pour le développement agricole, donc FIDA, qui est mis en opération par le BIT, par l'OIT en Algérie, en partenariat avec le BNEDER, l'ANEM et notre agence aujourd'hui qui a changé de nom, qui est plus l'ANAD mais qui est la NESDA,
est appliqué dans 3 wilayas. Et nous avons Biskra, L'île du Sud. oui, Mostaganem Guelma, et Guelma. Oui, et à Guelma. l'est du pays. Oui. Et donc j'ai eu la chance d'aller à Mostaganem et de voir ce que le projet fait là-bas. L'objectif du projet, c'est de créer 1100 emplois. 1100 emplois dans le secteur de l'agriculture. Agroalimentaire. Agroalimentaire, oui. Pour les jeunes. Oui. 770 emplois salariés et 330 emplois indépendants, c'est-à-dire de petites et moyennes entreprises qui devront être développées. On peut parler d'entrepreneuriat dans ce cas-là. Exactement. Très bien. Avec une concentration sur les femmes aussi. 30% de ces bénéficiaires devraient être des femmes. Donc, ce projet est appliqué dans ces 3 wilayas et j'ai eu la chance d'aller à Mostaganem voir comment cette chaîne de valeur va être développée et comment ça va créer de l'emploi. Une étude a été établie au début du projet avec les partenaires nationaux pour voir quelle chaîne de valeur ils allaient choisir. Parce que c'est un processus participatif où tout le monde est concerné et où les priorités nationales algériennes doivent être prises en compte. La pomme de terre que j'ai goûtée et qui était succulente a été choisie comme le secteur sur lequel on va travailler dans la chaîne de valeur. Nous avons lancé, bien sûr, le 30 mai, ce workshop qu'on a fait ensemble avec M. Lewali qui était présent avec nous et qui a bien sûr été présent parce que c'est très important pour lui de créer ces emplois pour les jeunes et parce que ça nous fait voir aussi l'intérêt national de cette création d'emplois pour les jeunes. Nous étions présents et nous avons étudié ensemble et vu quelles sont les opportunités des jeunes de travailler sur cette chaîne de valeur, qu'est-ce qui peut être fait pour les inclure et quels sont aussi les défis. Et pourquoi les jeunes ne rentrent pas dans ce secteur agroalimentaire et pourquoi ils ne travaillent pas dans la patate. Et c'était très intéressant de voir ces défis et d'essayer de les étudier. Très bien. Pourquoi ces 3 wilayas précisément, Madame Bikhazi? Pourquoi Guelma, Biskra et Mostaganem? Alors, probablement, c'est une discussion qui a eu lieu avec la partie nationale pour choisir ces trois régions, parce que normalement, dans l'écriture de nos projets sont discutés avec la partie nationale. Normalement, le BIT étant une organisation tripartite, cette discussion a dû avoir lieu avec le gouvernement, donc en particulier le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et nous avons aussi les employeurs, donc la CGEA, et l'UGTA qui sont les travailleurs. Oui, la CGEA qui représente la partie générale, employeur, c'est le patronat. Exactement. Voilà, un des patronats. Et donc, je crois que c'est un processus de participatif où les 3 ont dû prendre cette décision pour choisir ces 3 gouvernorats et pour essayer aussi de cibler les jeunes qui sont probablement sans emploi, récemment diplômés ou pas diplômés, et donc d'essayer de trouver un travail pour eux sur ces chaînes de valeur dans les 3 wilayas. Très bien, madame. Alors, vous le disiez à l'instant, on vient de l'entendre, le secteur agroalimentaire en Algérie fait partie des secteurs économique à développer en priorité, parce que justement c'est un secteur porteur. Le secteur est connu pour être très demandeur en main-d'œuvre. À quel niveau justement de la chaîne de valeur se situe l'action du l'OIT ou du BIT? Rappelons que le BIT, le secrétariat permanent, faut-il le rappeler, de l'Organisation internationale du travail. Donc je disais, à quel niveau exactement de la chaîne de valeur se situe votre action? Alors, normalement, notre action se situe sur toute la chaîne de valeur. Il faut bien étudier cette chaîne de valeur dans ce qu'on appelle un Market System Development Approach, c'est-à-dire comment ces jeunes dans cette chaîne de valeur peuvent bénéficier et du soutien du secteur privé, mais aussi du soutien du secteur public. Et donc, nous sommes là en train de dire que les jeunes sont intéressés par l'agroalimentaire si nous leur donnons tout le soutien nécessaire pour que, ils puissent comprendre de quoi a besoin le marché. Après, on leur donne le soutien financier pour pouvoir s'affirmer et donc ouvrir des entreprises ou se mettre ensemble dans des coopératives. C'est une étape importante, le soutien financier, madame. Bien sûr. Mais qui vient aussi en lien avec le coaching. Donc, il faut la formation et le coaching qui sont très importants pour outiller ces jeunes personnes à commencer et à réussir. Et il est connu que les jeunes n'aiment pas l'agriculture et ne veulent pas rester là. Alors, je vous le confirme, pas en Algérie. Exactement, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a vu que les jeunes sont très capables, sont très motivés et ils ont surtout ce modernisme que personne n'a en fait, parce qu'ils sont très rapides à prendre cette technologie et à l'appliquer. Donc en fait, on essaie de voir comment cette smart agriculture, on va l'imposer avec ces jeunes qui viennent avec de nouvelles idées, qui vont améliorer et la productivité de ce secteur, mais aussi des moyens et des outils qu'ils vont utiliser qui permettront peut-être un rendement plus fort. Et donc aujourd'hui, on dit que sur toute cette chaîne de valeur, que ce soit la production, la commercialisation, le transport, la vente, tout ceci, les jeunes sont capables de le faire beaucoup mieux que n'importe qui d'autre en Algérie. Très bien, madame. Alors justement, nous avons vu également que l'Organisation internationale du travail appuie des échanges
Sud, South, donc. Et la récente visite d'une délégation mauritanienne de haut rang en Algérie au sujet de la protection sociale semble être la dernière en date. Pouvez-vous nous expliquer justement les effets positifs engendrés, en quelque sorte, par un tel mécanisme d'échange et de collaboration? Alors, l'Algérie a toujours été ouverte et toujours prête à aider et à partager son expérience. Il est vrai que l'Algérie n'en parle pas beaucoup dans les médias, malheureusement. C'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus pour mettre en avant ce pays. Mais l'Algérie a toujours été présente pour partager son expérience. La Mauritanie est en train aujourd'hui de revoir son système de protection sociale. Et donc, la coopération Sud-Sud n'est pas une nouveauté. Le BIT l'a toujours préconisé. Nous resserrons les liens, nous faisons une façon un peu plus solidaire entre les pays de s'entraider et de faire de sorte à ce qu'on atteigne la réalisation des ODD jusqu'à 2030 d'une manière concertée, avec beaucoup d'aide entre les pays. Et donc, l'Algérie a reçu, il y a moins d'un mois, une délégation mauritanienne qui est venue voir le système de protection sociale algérien, qui a prouvé durant la Covid-19 et qui a prouvé pendant beaucoup d'années que c'est un système qui est très, très capable, très compétent et qui a bien couvert toute sa population, que ce soit dans l'informel que dans le formel. Oui. Et donc, cette délégation est venue, ils en étaient très contents. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a très bien pris en charge cette délégation, leur a fait voir exactement ce que l'Algérie fait. Et c'était une visite pour laquelle on a été énormément remerciés et qui a beaucoup aidé les Mauritaniens dans leurs discussions vers leur nouveauté dans leur système de protection sociale. Donc, c'est une espèce de prise de contact pour tenter de s'inspirer de l'expérience algérienne en matière de sécurité sociale. C'est un échange d'expérience entre les deux pays et l'Algérie l'a très très bien fait. Très bien. Justement, Madame, vous le disiez, on l'a entendu, donc la collaboration entre l'OIT et l'Algérie ne date pas d'hier, hein, donc elle est en vigueur depuis 56 ans, voilà, 1967, c'est-à-dire seulement 5 années après l'indépendance de l'Algérie. Et l'Algérie est un pays où l'âge moyen ne dépasse pas les 30 ans, c'est un pays jeune, je crois qu'on peut le dire, une donne qui favorise la politique de soutien à la création d'emplois, aux micro-entreprises, mais également aux start-up. Alors comment l'OIT juge l'action de l'Algérie dans ce sens et quels sont les projets peut-être que vous mettez en place en commun dans ce secteur? Alors, l'Algérie donne beaucoup d'importance au développement des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, elle a un ministre très jeune et très responsive, comme on dit, qui répond rapidement. Monsieur Yassine Oualid, oui. Oui, exactement. Alors, nous savons que les petites et moyennes entreprises sont responsables pratiquement de 70% de l'emploi au niveau mondial. En Afrique, en particulier, c'est 90% de l'emploi. Et si nous arrivons encore vers l'Algérie, on va trouver qu'en fait, aujourd'hui, 95% du tissu productif se fait à travers les petites et moyennes entreprises, qui en fait créent de l'emploi à pratiquement 56% de la population active. Et de ces 56%, ils assurent aussi 52% du total de la production du secteur privé hors hydrocarbures. D'où l'importance de ces entreprises. Et donc, l'Algérie a bien pris en compte ceci. Elle a fait tous ses efforts pour assurer qu'il y ait des institutions nationales qui donnent le soutien nécessaire à ces entreprises. Comme par exemple Nesda, qui existe, comme par exemple l'Angem. Et donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir de plus en plus avec nos partenaires algériens comment aussi développer l'entrepreneuriat au niveau de l'éducation. De sorte à ce que nous instaurons ce qu'on appelle une façon de penser entrepreneuriale chez les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, pensent que si on s'engage dans l'entrepreneuriat, on peut perdre l'argent. We can fail. On peut ne pas rendre le crédit, on peut échouer, ne pas réussir. Ils ont peur de ça. Alors que si nous essayons d'instaurer ceci au niveau, par exemple, de la formation professionnelle ou dans les universités même, et qu'on essaie de changer cette attitude ou cette pensée, cette mentalité exactement, qui n'est pas nécessairement très pro-entrepreneuriat, en leur donnant toutes les bases nécessaires, ils réussiront sûrement. Il faut aussi savoir que nous devrons faire aussi un effort au niveau des policies, des régulations, des législations qui existent dans le pays pour les rendre un peu plus encourageantes pour ces entreprises. C'est-à-dire peut-être limiter un peu les règles et les lois qui sont normalement pas très favorables au développement de ces entreprises, faire des passations de marché qui ciblent ces petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir un accès sur les marchés. Il faut aussi qu'on encourage l'exportation parce que l'Algérie produit beaucoup de choses et peut exporter facilement. Notamment dans le
secteur hors hydrocarbures qui est l'un des chevaux de bataille de l'Algérie. Exactement. Oui. Donc, comment faire pour augmenter ce potentiel d'exportation? Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le business-to-business exchange. Donc, de comment ouvrir B2B, comment ouvrir cette possibilité d'exporter à l'étranger et donc ouvrir les marchés. D'où la nécessité aussi d'avoir les employeurs avec nous, la Confédération générale des entreprises algériennes, qui peut être aussi ce qu'on appelle la plateforme qui permettrait à ces jeunes de passer vers les marchés extérieurs aussi et de vendre à l'étranger. Et donc aujourd'hui, le BIT, avec les partenaires nationaux algériens, travaille non seulement sur la création d'un environnement favorable pour le développement des entreprises au niveau macro, donc des politiques. Oui. Nous travaillons aussi au niveau méso-institutionnel, comment faire pour assurer des programmes de formation et de coaching nécessaires. Nous essayons de voir si on peut aussi faciliter l'accès au financement. Et nous discutons aujourd'hui avec le ministère de la Formation professionnelle sur la possibilité d'incruster un matériel de formation sur l'entrepreneuriat pour cibler ces jeunes au niveau de leur formation professionnelle et donc changer l'attitude vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Et tout cela en Algérie, bien entendu. Et tout cela en Algérie, tout à fait. Très bien, madame. Alors, élargissons un tout petit peu, si vous le voulez bien, l'espace et les frontières de ce débat. Alors, la question de l'emploi est soulevée un peu partout dans le monde, pas seulement en Algérie. En ces temps de crise, de bouleversement économique, les entreprises mettent en œuvre de nouveaux process d'automatisation du travail, parfois, il faut le reconnaître, au détriment de la main-d'œuvre. Est-ce que nous assistons à une révolution du monde du travail, madame Bikhazi, et de la conception même du travail, et comment l'OIT accompagne tous ces changements? J'imagine que ce ne doit pas être chose facile. Et est-ce qu'il y a des actions à identifier spécialement en Algérie? Alors oui, nous assistons aujourd'hui à une autonomisation du travail et ce qu'on appelle, nous, une transformation digitale, effectivement. La Covid nous a fait voir, en fait, qu'on devrait passer de plus en plus vers l'utilisation de la technologie et comment le faire. Oui. Et qu'est-ce que ça implique? Aujourd'hui, selon le dernier rapport de l'OIT qui est intitulé « Les tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2022 », il est clair que si nous faisons arriver la connexion Internet d'ici jusqu'à 2030 à tout le monde, ceci pourrait entraîner la création de 24 millions d'emplois. 24 millions d'emplois. C'est une augmentation nette, c'est-à-dire la création moins les pertes. 24 millions d'emplois. Dans le monde. Dans le monde. Oui. Et ces 24 millions d'emplois, dans ces 24 millions d'emplois, il y a 4 millions d'emplois qui seront pour les jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en regardant cette digitalisation et cette autonomisation, on se demande est-ce qu'on perd des emplois? En fait, on ne perd pas des emplois. On peut perdre certaines compétences dans certains emplois qui nécessitent qu'on fasse un reskilling, une reformation pour de nouvelles compétences requises dans certains secteurs. Et donc, on n'a pas besoin d'être un génie de IT ou un génie informatique. On peut être des travailleurs normaux et on peut recycler ces compétences pour pouvoir acquérir cette nécessité de la technologie aujourd'hui pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qui doit être fait? Premièrement, on doit avoir une inclusion numérique, c'est-à-dire que cette digitalisation doit être ouverte à tout le monde dans le pays, pour ne pas laisser des gens à compte qui n'ont pas cette digitalisation et qui n'ont pas accès à ça. Réduire l'impact de la fracture numérique. Exactement. Donc ça doit être généralisé et tout le monde doit être accompagné. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand je commence à travailler à distance, on commence à parler des travailleurs de plateforme, le téléworking, travailler de la maison. Télétravail. Alors, c'est très important quand même d'avoir des politiques qui sont en train de sauvegarder ou de protéger les travailleurs. C'est-à-dire, je ne peux pas être dans une maison sans lumière, mal assise sur une table qui bouge, et donc tout ce qui peut m'affecter dans mon physique et dans mon well-being, ce qu'on appelle mon bien-être, et ne pas être protégé. Donc, les politiques doivent être revues pour assurer une protection de toutes ces personnes qui travaillent à distance. Ils doivent avoir tous les bénéfices, ils doivent être protégés et ils doivent avoir accès à cette digitalisation. Et finalement, on doit pouvoir accompagner ces travailleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas passer de « je travaillais d'une façon A à « je dois travailler d'une façon B complètement digitalisée ». Il faut qu'on puisse accompagner ces travailleurs. Donc, il doit y avoir un moyen de former ces gens et d'assurer une transition juste et équitable pour tout le monde, les jeunes, les femmes, les hommes, qui doivent pouvoir ne pas voir dans l'autonomisation une perte de leur emploi, mais un moyen d'acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir travailler dans la digitalisation. Donc, il y a des formations, il y a une nécessité d'apprentissage qui doit se faire et ça doit être ouvert à tout le monde à pied d'égalité. Est-ce que tous les secteurs, justement, ne vont pas faire face aux inconvénients de l'automatisation du travail,
J'entends par là des secteurs peut-être où on a encore besoin de la main-d'œuvre d'un point de vue manuel. Je donne un exemple, par exemple la grande distribution qui remplace au fur et à mesure le travail réservé aux caissiers par des caisses automatiques. Est-ce que cela ne va pas non plus justement augmenter ou contribuer à augmenter les taux de chômage dans certains pays? Pas nécessairement, parce qu'on vient de dire que quand je dois faire des caisses automatisées, il va y avoir quelqu'un qui doit écrire ce programme et quelqu'un qui doit faire la maintenance de cette machine et quelqu'un qui doit venir m'aider en tant que cliente au supermarché pour pouvoir mettre mes affaires et faire de sorte à ce que je puisse utiliser cette machine. Tout ceci crée de l'emploi. Il est naturel de perdre certains emplois qui ne sont plus nécessaires à ce stade, mais nous créons beaucoup plus d'emplois. Et dans ce rapport de 2022, il est clair que nous allons avoir une augmentation nette de 24 millions. Mais la nature des emplois qui vont être créés ne sera plus comme elle était avant, elle sera un peu plus automated, donc dans le digital. Très bien, Madame Bikhazi. Alors, parlons un peu, si vous le voulez bien, parce que je sais que cela constitue un peu aussi le gros de l'action de l'Organisation internationale du travail. J'entends par là la lutte contre l'économie informelle. Parlons-en, elle constitue l'un des défis majeurs de toutes les économies du monde, tant au niveau structurel que juridique. Et l'OIT veille à améliorer la situation de certains pays grâce à des projets comme le projet Solifem. Pensez-vous qu'il soit vraiment possible de lutter contre l'économie informelle en ces temps de crise économique? Mais juste avant, parlez-nous un peu du projet Solifem et des pays qu'il vise justement. D'accord. Alors, le projet Solifem est un projet qui est basé en Algérie. Donc, le chef de projet est chez nous à Alger. Et il couvre l'Algérie, mais aussi la Palestine, l'Égypte et le Liban. Donc l'Algérie est le seul pays de la Nord-Afrique. On est très content de l'avoir ici parce qu'on s'est beaucoup battu pour l'avoir chez nous en Algérie. Et en fait, l'Algérie est le pays qui fait les plus grands pas en avant avec le projet Solifem. C'est-à-dire que la meilleure application de ce projet se trouve dans ce pays. Pourquoi? Parce que l'Algérie a décidé de faire une transition, parce qu'on ne parle pas de lutte contre l'informel, on parle d'une transition pour sortir de l'informalité graduellement. C'est un processus qui doit se faire de manière graduelle. Exactement, vers le formel. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors comment ça se passe et pourquoi on le fait? Pour nous, toute personne qui se trouve dans l'informel n'est pas protégée. Et la Covid nous a fait voir dans plusieurs pays du monde que quand les personnes se trouvent dans l'informel, il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les soutenir en cas de nécessité d'argent, mais il n'y a surtout personne aussi pour la santé. Et donc, le plus les personnes sont visibles, donc dans la formalité, le mieux le gouvernement est capable de donner son soutien. Et c'est ce que l'Algérie a très bien fait. Aujourd'hui, durant les réunions de la Ligue arabe, l'Algérie s'est positionnée comme étant le pays en avant, pionnier, dans cette lutte ou dans cette transition contre l'informel. Et donc, pour le BIT, il y a une recommandation qui est la recommandation 204, qui demande aux pays membres d'avoir un processus participatif dans lequel le gouvernement, les employeurs et les travailleurs se mettent autour d'une table et décident graduellement de comment sortir de cette informalité. Et donc, c'est un dialogue social. Pour nous, le dialogue social entre ces trois partenaires est la plateforme qu'on utilise pour en fait se mettre d'accord sur comment sortir de cette informalité. Et la Covid est venue nous dire que ceci est très important parce que le plus les gens sont protégés, la plus grande est la productivité des entreprises et le plus ils sont capables de travailler et d'être plus efficients. Très bien, madame. Je sais que le projet Solifem concerne aussi la Palestine, un pays qui peut-être est confronté de manière assez grave au problème de l'économie informelle, notamment dans certains territoires comme l'enclave de Gaza. Un mot peut-être sur la situation Palestine, comment peut-on justement au niveau du BIT, mais également au niveau de l'économie mondiale, améliorer la situation là-bas? Alors, nous ne travaillons pas sur le niveau politique, nous travaillons bien sûr dans le mandat du BIT, le niveau économique et surtout le dialogue social. J'ai eu la chance de travailler dans les pays du Moyen-Orient et la Palestine était un de ces pays. En Palestine, nous avons des employeurs, des organisations d'employeurs, de travailleurs et de gouvernements qui existent et qui sont capables de se mettre autour d'une table et de discuter de leurs priorités. Donc, il est clair que Gaza est une situation assez difficile pour accès, mais ceci dit, je crois que le directeur du projet est en train de faire son possible pour essayer de voir comment mettre en avant une étude pour sortir de cette informalité, pour voir les raisons de cette informalité, aussi bien en Algérie en Palestine et en Égypte et au Liban, et de faire de sorte à ce que nous sensibilisons encore plus et les travailleurs et les syndicats et les organisations de travailleurs et d'employeurs à ce qu'ils nous aident
à arriver probablement à ces personnes et à essayer de de leur expliquer le bénéfice de sortir de cette informalité. Mais bien sûr, c'est un travail graduel. Donc, on ne passe pas du noir au blanc directement. C'est une transition et on passe par différentes couleurs de gris graduellement. Ouais. C'est un peu plus difficile, bien sûr, en Palestine, vu la situation, l'accès. Voilà, oui. Mais l'objectif du projet reste le même. C'est vraiment sortir de cette informalité, assurer la protection et le bien-être de ces personnes qui sont dans le monde du travail. Très bien. 45% de taux de chômage, rappelons-le, dans certaines régions, dans l'enclave de Gaza, et qui touche beaucoup plus les jeunes Gazaouis. Alors, allons un peu sur le sujet, peut-être qui a bouleversé le plus majoritairement le monde du travail. Je veux bien entendu parler de la Covid-19 et même presque 4 ans après le déclenchement de cette pandémie, les conséquences sont toujours là. Pouvons-nous dire justement que nous avons pleinement dépassé l'impact de la Covid-19 Comment l'OIT a soutenu l'effort de la reprise ? Alors, l'impact de la Covid a été très difficile sur beaucoup de pays et sur beaucoup de personnes, notamment les jeunes, les femmes, et surtout les personnes qui se trouvent dans le secteur informel aussi. Il est clair que nous ne nous en sommes pas sortis puisque aujourd'hui nous faisons face à des crises qui sont encore des crises économiques et financières qui se répercutent dans certaines parties du monde. Et il est clair aussi que nous avons perdu un très grand nombre d'entreprises qui ont dû fermer et d'autres entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires tomber très bas et par conséquent des gens qui ont été dans le chômage. En fait, le BIT a préconisé tout le temps qu'on revoie les politiques macroéconomiques de sorte à ce qu'on ait des mesures de relance budgétaire, c'est-à-dire que le gouvernement puisse donner à ce secteur privé certaines aides budgétaires nécessaires pour garder ce secteur privé en vie et capable de produire et donc de maintenir les personnes qui sont en train de travailler dans leur position, dans leur poste. Il a été dit quelquefois qu'on gardait la moitié d'un salaire, quelquefois on donnait des congés et on a essayé de garder ces personnes dans le travail tout le temps. Il y a eu des mesures qu'on a préconisées aussi pour aider les femmes et les jeunes à ce qu'ils restent dans leur boulot ou qu'ils puissent accéder au marché du travail un peu plus et donc c'était ciblé quelque part. Par exemple, le développement de coopératives ou ce qu'on appelle des self-help organizations, c'est des coopératives qu'on peut faire parce que quelques personnes ne peuvent pas prendre cette décision de devenir entrepreneur. Donc, en étant ensemble dans un groupe avec un soutien financier, les personnes s'entraident et peuvent s'aider mutuellement et faire face à cette situation. Il y a aussi une nécessité d'aider les pays à faible revenu et donc il y avait cette grande disparité entre les pays riches et les pays pauvres et ça a augmenté encore plus. Donc, il y a eu beaucoup d'appels à ce que ces pays riches puissent venir en aide aux pays qui étaient en besoin. Nous avons aussi des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés. Par exemple, l'industrie a été beaucoup plus touchée que l'agriculture parce que l'agriculture était en plein air, les gens pouvaient continuer à travailler, mais bien sûr la distribution, la commercialisation étaient touchés. Oui, donc certains secteurs, on avale de la chaîne de valeur. Exactement. Donc certains secteurs étaient touchés plus que d'autres, donc il fallait vraiment cibler les interventions et faire de sorte à ce que l'argent aille là où il fallait. Et puis finalement pour nous, c'était le dialogue social. Encore une fois, la plateforme, où on devait se mettre avec ces représentants du secteur privé pour voir quels sont les défis auxquels ils faisaient face. Et donc, plusieurs entreprises sont venues nous voir pour nous dire comment faire ce qu'on appelle un plan de crise. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si demain, à Dieu ne plaise, nous avons une autre crise aussi qui arrive ? Comment faire pour que je puisse gérer et surtout garder mon effectif, garder mes travailleurs ? Parce que les travailleurs existants dans une entreprise sont sa force. Et aujourd'hui, quand on a vu des gens mourir de maladie, s'absenter ou perdre leur boulot, ceci a été très mauvais pour l'entreprise. On a fait beaucoup de soutien aux entreprises au niveau de comment préparer des plans de crise, comment faire de sorte à ce qu'on ait un peu d'argent de côté pour essayer de garder le plus longtemps possible et de maintenir la force de travail, donc les travailleurs. Il a fallu aussi en même temps voir les syndicats, voir avec eux comment faire pour assurer un minimum de travail pour que cette entreprise continue à exister et bien sûr essayer de voir comment on peut les pousser vers la formalité parce qu'il y a certaines personnes qui, comme vous le savez, prennent leur salaire sous la table, comme on dit, donc dans l'informel. Comment faire pour que ces personnes soient mieux représentées, qu'il y ait un dialogue entre le management et les travailleurs au niveau de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un dialogue social. Un dialogue social bilatéral entre les deux, avant l'arrivée du gouvernement, bien sûr, pour que le gouvernement mette en place et des encouragements pour les entreprises, mais en même temps aussi des incitations pour que ces travailleurs passent vers le formel. Très bien, Madame Bikhazi. Alors, le temps file rapidement. Une dernière question qui concerne, pour clôturer cette émission, l'Algérie, qui s'est engagée sur la voie de la diversification de son économie. L'un des
segment, on va dire, qui touche tous les secteurs et qui crée le plus d'emplois, c'est les filières vertes. L'investissement dans les emplois verts constitue-t-il justement une piste porteuse pour l'Organisation internationale du travail? Quel partenariat peut-être entre l'OIT et l'Algérie à relever justement? Alors, l'Algérie est aussi un des pays pionniers. Nous avons commencé ce qu'on appelle the green jobs, les travaux verts, le travail vert. Les jobs verts, oui, en quelque sorte. Le travail vert. Pourquoi? Parce que c'est une initiative climatique pour l'emploi qui a été lancée par notre secrétaire général, M. Guterres. Et l'Algérie s'est mise directement sur ce plan et a commencé à demander à ce qu'on ait non seulement des formations sur des compétences vertes, mais aussi des projets qui sont la formation d'entreprises vertes. Nous avons aujourd'hui un projet spécifique qui est financé par les fonds propres du BIT, dans lequel nous essayons par des modèles macroéconomiques de voir quel serait l'impact du changement climatique sur certains emplois. Et si dans cette transition vers une économie verte, comment cette transition affecte les emplois. Et nous utilisons un outil qui est un outil du BIT qui s'appelle Green Jobs Assessment Model. Qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, qui va nous donner un impact. Quel est l'impact de cette transition vers le greening sur les emplois? Et nous allons bientôt voir comment on va remodéliser un peu la formation professionnelle de sorte à ce qu'on commence à apprendre à nos jeunes, à nos futurs entrepreneurs. Assessment dans le sens d'évaluation, c'est bien cela? Oui, oui. Assessment of the impact, comment voir l'impact de cette transition, comment évaluer l'impact de la transition, sur ces travaux. Et nous essayons de plus en plus de faire insérer dans la formation professionnelle ce qu'on appelle the green competencies, donc développer des compétences vertes, de sorte à ce qu'on arrive à un moment donné, à ce qu'on toutes nos entreprises que nous commençons à développer aujourd'hui aient un volet vert, c'est-à-dire qu'elles soient écologiquement responsables. Et je peux même dire que dans la formation professionnelle aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de mettre un matériel de formation sur l'entrepreneuriat. Ce matériel de formation a inclus dedans aussi la formation d'entreprise ou le développement d'entreprises vertes. Et nous allons peut-être lancer un Startup Accelerator, Incubator d'entreprises vertes très bientôt, en principe. Rania Bikhazi, directrice du Bureau international du travail pour le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, mais également Libye. Merci d'avoir été parmi nous ce soir, madame. Merci beaucoup et à bientôt. Très chers téléspectateurs, c'est la fin, vous l'aurez compris, des pros de l'écho pour cette semaine. Néanmoins, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.